Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un package. C'est l'extension Intel pour scikit-learn. Voilà, très bien. Alors, je resitue un peu les choses toujours avant de réellement commencer. C'est très important, il est très important que nous soyons vigilants sur les différents outils disponibles. Le monde de la science de données est extrêmement dynamique. Il y a tout le temps des outils qui arrivent, des packages. Et nous devrons regarder cela pour pouvoir pas tellement suivre l'évolution en réalité, mais voir les nouvelles opportunités en termes de calcul, en termes de traitement de la volumétrie, en termes de rapidité de calcul. Voilà. Alors justement, cette période-ci, on est au mois de juillet, là on est le 23 juillet, là, cette période est la période où justement j'essaie de voir qu'est-ce que je peux amener de nouveau dans mes enseignements de l'année prochaine, puisque au mois de fin septembre, ça y est, on repart, en tout cas en master 2, en master 1, ça commence plus tôt, mais voilà. Et pour les étudiants, il faut que je regarde qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour que les étudiants puissent voir les différentes évolutions possibles et les différentes compétences qu'ils peuvent acquérir, même si le socle du cours reste le même. C'est ça qui est intéressant. Quand je fais un cours, par exemple, sur les SVM, puisque je vais en parler ici, le SVM, ça reste les SVM. Après, il y a des technologies qui évoluent très vite, effectivement, qui fait que les calculs sont plus rapides, qu'on peut apprendre plus de géométrie, ainsi de suite. Voilà. Alors, quand j'avais découvert cette librairie ici, que je fais la veille technologique, merci Google, il y a deux éléments qui m'ont interpellé. Déjà, donc la librairie est présentée comme une extension de scikit-learn. Il faut s'entendre ce que c'est qu'une extension en réalité. Ça veut dire qu'il rajoute des algos, comment ça se passe, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et un autre élément qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'il est plus rapide. Ah ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, il y a deux aspects qui sont importants quand on fait quand on fait du machine learning, c'est le traitement de la volumétrie et puis la rapidité de calcul. Alors là, je vais un peu remettre les choses à leur place. Il y a parfois des personnes qui me disent, mais la rapidité de calcul, c'est pas important. On met une demi-journée. Si ça met une demi-journée pour créer un modèle prédictif, c'est pas grave. Une fois qu'il est développé, on peut le déployer, tout va bien. Donc, le temps de calcul, c'est pas un enjeu en soi. Sans vouloir être méchant, les gens qui disent ça, généralement, ils ne pratiquent pas beaucoup en réalité. Parce que on ne fait jamais un modèle en une seule fois. Ça n'arrive pas là. Trouvez-moi quelqu'un qui, pour un problème donné, pour des données à traiter, vous dise il faut utiliser tout de suite tel algo et voilà les bons paramètres. Et voilà, lancer l'algorithme, on peut aller faire du footing ou jouer du tennis ou regarder le foot, voilà, et on revient à la fin de la journée pour récupérer le modèle et le déployer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. La pratique de la du machine learning, le data mining est un processus qui est purement itératif, voilà, et qui est purement exploratoire. On n'a pas la vérité tout de suite. Il faut faire des essais et regarder ce qui se passe. Voilà, c'est un processus d'essai-erreur. Alors bien sûr, c'est pas totalement empirique non plus. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas au hasard toutes les méthodes, on va bourriner à mort avec un maximum de méthodes, et puis on verra bien le meilleur. Non, c'est pas aussi simple que ça en réalité. Il faut faire des essais-erreurs, bien sûr, et après, en fonction de nos connaissances, grâce à nos connaissances, nous pouvons mieux guider les algorithmes pour qu'on trouve les solutions les plus intéressantes par rapport à un problème donné. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que ça ne se fait pas en une seule fois. Non, on revient plusieurs fois, on modélise, on regarde, on modifie les paramètres en fonction de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite obtenir. Et autre aspect également, c'est que parfois, même les données qu'on a initialement, elles ne sont pas bien préparées en réalité. Il faut aussi peut-être les tourner autrement pour qu'elles répondent mieux aux problèmes qu'on est en train de traiter, ainsi de suite. Donc, c'est un processus qui est purement exploratoire et qui est itératif en réalité. On boucle, on boucle. Regardez CRISP-DM, qui est un framework, un cadre pour la pratique du data mining, machine learning, statistique exploratoire. Pour moi, c'est la même chose. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Sciences des données, pareil également. Ça rentre bien dans le même cadre, tout ça. Et le processus d'exploration de données, si vous voulez, c'est un processus qui est purement itératif. On boucle, on boucle. Et on n'a pas un modèle définitif. Un modèle, ça y est, c'est gravé dans le marbre, on n'y touche plus. Ça n'existe pas. Dans cette démarche-là, dans ce processus-là, la rapidité de calcul est un critère clé. Parce que plus le calcul est rapide, plus nous avons la possibilité d'essayer différentes solutions et de trouver la solution qui est la plus adaptée par rapport à ce qu'on est en train de traiter. Si le temps de calcul est très lent, le problème est très simple, on fait un seul essai et on considère que c'est bon.
Et ce ne sera jamais la solution optimale, hein, je peux vous le garantir. Hein. Ça n'existe pas. Trouvez-moi la personne qui vous dit tout de suite, hop là, je regarde, ça y est, il faut faire ça et ça va marcher tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ça m'intéresse cette affaire-là, du coup, et je me suis dit, il faut que je regarde ça de près. Il faut que je regarde ça de près. Et en lisant la documentation, j'ai appris des choses très intéressantes. Déjà, si on regarde là, c'est le site web. Hein, vous avez les sites web là. Hein, voilà. J'ai fait une requête Google simplement, scikit-learn, extension, rapidité de calcul, quelque chose comme ça. Voilà. Et il me dit que cette librairie-ci repose sur une librairie de calcul d'Intel. Ah ah, Wandal. Bon, ben, pourquoi pas, hein, on va regarder ça. Donc, j'ai cliqué sur le lien, je suis arrivé là. Alors, il vous dit, c'est une librairie en fait qui est développée par Intel, qui est extrêmement rapide et qui permet de faire beaucoup de choses. Et si vous regardez ici la documentation, il y a les différents algorithmes qui sont disponibles. Hein, regardez ici. Très bien. Donc, jusque-là, vous avez là les algorithmes disponibles. Voilà. Dont les supports vector machine que nous allons voir aujourd'hui. OK. Très bien. Alors, c'est une librairie, OK. Pour y accéder, on me dit, voilà, il y a différentes manières d'y accéder. Voilà. Il y a ces interfaces-là. Et il y a aussi une interface pour Python. Voilà, bon, ça n'apparaît pas ici directement, mais j'ai cherché, voilà, et je suis tombé sur cet aspect-là. Voilà, donc j'ai regardé, ok, très bien. Donc, si je veux programmer sous Python et que je veux profiter de la librairie One, donc Data Analytics, donc librairie de Intel, voilà, il faut utiliser ce package-là qu'il faut installer et puis l'utiliser. Donc, j'ai commencé à lire ça en détail, voilà, mais je ne voyais plus le lien avec scikit-learn. On est bien d'accord, hein, on ne voit plus. Là c'est un autre package Python, là, donc je l'installe avec Conda ou Pip sans problème en réalité. Donc, j'ai regardé ici, voilà ce qui est dit, et j'ai vu aussi qu'il y avait des algorithmes, hein, supportés d'algorithmes ici, voilà, avec les différentes. Donc, l'ACP, les K-means, voilà, ainsi de suite. Jusque-là, bon, je me dis, ok, ça paraît intéressant. Quand on revient en amont, il y a quelques exemples sur la page de garde hein, de la librairie là. Et je vois que les commandes ne sont pas des commandes standards. Voilà. Hein, enfin, en tout cas, pas celles dont on a l'habitude quand on manipule scikit-learn. Ce qui est très intéressant avec scikit-learn, c'est que les promoteurs, enfin, les développeurs de scikit-learn ont mis en place un cadre générique qui se répète tout le temps. Du coup, si j'apprends à utiliser telle méthode, si je change de méthode, j'ai tout le temps la même démarche. J'instancie le modèle, ensuite je fais appel à fit. Il y a fit, fit transform. Il y a aussi le predict ou predict proba, ainsi de suite. Et tout le temps, on a les mêmes prototypes de fonctions. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant en termes de manipulation des programmes, en termes de développement des programmes. Hein, parce que du coup, on peut se mettre dans un canevas et répéter à l'infini la démarche en modifiant tout simplement soit les algorithmes, soit les préparations de données, ainsi de suite. Donc, le cadre défini par scikit-learn est très intéressant parce que la démarche est cadrée. C'est ça qui est intéressant. Quand je vois ça, là, je me rends compte que non, les commandes sont différentes. Voilà. Alors bon, c'est pas le genre de choses qui me rebute plus tant que ça. Hein. S'il faut apprendre à faire d'une manière différente, moi, j'y arrive sans aucun souci. Hein. Tout le monde devrait y arriver sans aucun souci. Hein. Il suffit simplement de regarder la documentation, voilà, et de regarder comment faire. Là, l'instanciation se fait de la manière suivante. OK, pourquoi pas. Hein. Ensuite, quand on appelle la méthode, on appelle compute et non pas fit. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, je n'étais à ces idées-là, mais du coup, je me disais, mais quel était le lien entre cette extension scikit-learn et puis cette librairie, ils disent qu'elle est sous-jacente, et sachant que cette librairie a déjà un package Python. Alors, la réponse, on l'obtient sur la page GitHub. Sur la page GitHub, en réalité, voilà, on comprend mieux ce qui se passe en lisant bien les 2 premiers paragraphes. Ils vous disent, voilà, alors, la librairie scikit-learn extension est comme un patch pour scikit-learn. Et quand on a patché scikit-learn, au lieu de faire appel aux librairies de calcul de scikit-learn, il fait appel à la librairie de Intel, qui est celle-ci en réalité. C'est ça l'idée, hein, c'est que vous avez exactement le même code, le code scikit-learn que vous avez développé, il n'y a pas de souci, il sera toujours bon, voilà, sauf qu'en le patchant avec cette librairie ici, voilà, au lieu de faire appel au cœur de calcul de scikit-learn, il fait appel au cœur de calcul de Data Analytics Library d'Intel. C'est ça l'idée. Du coup, votre code, il ne change pas. Mais il est plus rapide. C'est ça qui est intéressant. Hein. Et regardez bien la page GitHub, là,
On comprend très bien la réalité. Et surtout, j'ai lu cet aspect-là qui m'a convaincu à ne pas tester l'autre package, mais à reprendre celui de scikit-learn extension. Regardez bien, voilà, ils disent ici que dans un premier temps, on a développé un package à part, mais à partir de maintenant, toutes les nouveautés seront intégrées dans l'extension scikit-learn. Donc, ça ne sert à rien, elle est déjà obsolète en réalité, cette librairie. Donc, là, ce que j'avais commencé à lire ici, ça ne sert à rien, puisque on sait d'avance que ça va être obsolète. C'est là, en fait, que là. Très bien. Une fois que j'ai vu ça, très bien, je me suis dit, c'est intéressant. Donc, j'ai commencé à regarder quelques petits tutos sur l'affaire. Regardez les petits tutos là. Et il y en a un, il me dit, quand je fais de l'SVM avec la nouvelle librairie, voilà, qui fait appel donc à l'autre outil, le OneAPI Library, là, Data Analytics Library d'Intel, voilà, sur le SVM, je multiplie par 600 le temps de calcul, je divise par 600 donc le temps de calcul. Alors, ça, quand je clique là, je tombe sur un lien qui est comme ceci. Voilà, bon. Alors bon, il montre que les résultats, en réalité, voilà, très bien, j'ai regardé, voilà, avec les données, certains je reconnais, EasyCNN je reconnais, on les connaît, c'est des bases qui sont ici Covertype, on connaît également, voilà. Et quand je regarde, là, il dit, voilà ce qu'on a fait, mais bon, c'est pas très disert en réalité, c'est pas très détaillé en réalité, et surtout quand j'ai regardé, bon, voilà, j'ai regardé, là, à un moment donné, il dit les spécifs. Alors, quand il a fait ses expérimentations, où ça multiplie les temps de calcul, voilà, où il a divisé, en fait, ça multiplie la rapidité, donc ça a divisé le temps de calcul. Voilà, faster, c'est multiplier la rapidité, et donc ça divisé le temps de calcul. Voilà, il utilise une machine que je ne verrai jamais moi-même. Voilà, c'est un Xeon à deux processeurs, deux sockets donc de support de processeurs, avec 28 cœurs. Non, on n'a pas ça, on n'a pas ça à l'université. Voilà, moi j'ai une machine là, justement, j'ai mis ici tout simplement, très simplement, la machine que j'utilise, qui est ma machine personnelle, voilà, où, bon, c'est pas non plus, il n'y a pas trop à rougir, mais on est, voilà, et Core i7, 9603 GHz, c'est pas mal, moi je suis content de ma machine, mais on est loin des années-lumière de ce qu'il y a annoncé ici. Très bien. Une fois que ça s'est dit, je me suis dit, voilà, il faut que je refasse l'expé avec, mes propres données, pour que je puisse vérifier moi-même si on gagne en temps de calcul ou pas, et deux, sur l'idée que on a le même code Python avec scikit-learn, mais on patch ce code-là, on fait appel à un patch tout simplement, et le même code va être nettement plus rapide. C'est-à-dire que vous ne modifiez pas votre programme, vous le prenez tel quel, mais vous le patchez et votre code sera plus rapide. Voilà l'idée. On va voir si c'est vrai ça. Avec une base de mon cru et sur ma machine dont j'ai présenté les caractéristiques. Alors, pour voir ça, donc, il y avait différentes manières, il y avait différentes méthodes possibles. Voilà, linéaire modèle, mais bon, la régression logistique, j'ai suffisamment fait. J'imagine que tout le monde en a marre maintenant de la régression logistique. Mais bon, ça va me servir pour mon cours. Donc, pour un autre cours que je fais où je présente la régression logistique, mais plutôt sous un angle machine learning. Et l'idée, justement, c'est je vais faire mon cours MTD avec un angle machine learning et pour que les étudiants puissent voir plus loin, je vais dire, regardez ce qu'on peut faire quand on prend la chose sous un angle statistique. Voilà. Mais bon, j'en ai suffisamment fait. Les Camins, bon, c'est non supervisé, on pourrait le faire également. XGBoost et tout ça. Et je me suis dit, je vais regarder ici les SVM. Et je suis tombé justement sur ce tutoriel-ci. Je mets de nouveau la référence qui est intéressante. Voilà. Elle est là, l'URL est là. Voilà. De toute manière, sur la page GitHub, vous avez le lien. Alors, donc, on va travailler sur les SVM. Donc, les SVM, je ne vais pas refaire le cours là, ce n'est pas le propos ici, mais vous avez le support qui est là. Tout simplement, vous tapez cours SVM, vous devez tomber à peu près sur plein de choses très intéressantes, dont ce support-ci. Et là, j'explique les différents intérêts, les différents aspects des supports vector machine. Donc, je ne m'attarde pas tout là-dessus. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point sur lequel... on va travailler sur les SVM aujourd'hui. C'est ça l'idée. Et l'autre aspect important, c'est qu'on va utiliser de nouveau la base de segmentation. Je l'avais fait dans la précédente vidéo, c'est qu'on est dans le classement d'images, il y a 7 types d'images possibles, 7 variétés d'images, briques, herbes, ainsi de suite, voilà. Et on a des descripteurs, en fait, qui sont pris sur des régions 3x3 de chaque image. Voilà, répété, voilà. Donc, on a ici, j'ai les mots. Ok, bon, l'idée tout simplement pour nous, c'est de voir, moi ce qui m'intéresse ici, c'est la vitesse des SVM, tout simplement, c'est ça. Avec lui, scikit-learn standard et avec l'extension de scikit-learn qui est ici.
qui n'est pas une vraie extension en réalité. C'est que c'est une surcouche en réalité qui, on a exactement les mêmes signatures de fonctions de scikit-learn, sauf que quand j'appelle les fonctions, c'est les fonctions de la Data Analytics Library de Intel qui sont appelées. C'est ça qu'il faut voir. Bien. Alors, pour que les temps de calcul soient un peu plus marqués, voilà, j'ai pris la base segmentation, je l'amène ici, là, et tout simplement, je l'ai dupliqué 8 fois. Voilà, je l'ai dupliqué 8 fois pour qu'on ait une vraie gap. Parce que quand, sur la base initiale de 2310 individus, les temps de calcul sont tellement faibles qu'on ne voit pas les différences en réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la base segmentation, je l'ai dupliqué 8 fois. Voilà, et donc on a 18 480 observations. Première ligne, c'est les en-têtes de colonne. Voilà, très bien. Et on a toujours les fameuses, ici la variable cible, classe, à cette modalité. Voilà, donc on est dans un cadre qu'on connaît bien. Voilà, mais j'ai dupliqué la base pour que les temps de calcul soient plus parlants. Les différences des temps de calcul soient plus parlants. Bien. Alors, une fois que c'est fait ça, donc je suis prêt maintenant, on va pouvoir commencer. J'ai lancé Anaconda, voilà, Anaconda Navigator. Et une fois que j'ai lancé ici Anaconda Navigator, bien sûr, j'ai installé les packages. Hein. Voilà, donc sur le site, là, vous avez les différentes indications sur comment installer le package. Donc, il n'y a aucune difficulté, hein. Il suffit de faire un pip et ça marche très bien. Voilà, et sur le même site ici, je vous enjoins à regarder les algorithmes disponibles. Voilà. Parce que le portage n'est pas complet encore. Hein. Il n'y a pas tout scikit-learn qui a été porté ici. En réalité, il n'y a que quelques fonctions de scikit-learn pour l'instant qui sont portées ici. Hein. Donc, vous avez ici la liste des fonctions qui ont été portées dans la nouvelle librairie. C'est-à-dire que la signature est en lien avec scikit-learn, mais en réalité, elle fait appel aux fonctions de la librairie. Les algorithmes de la librairie, vous la trouverez ici également. J'ai mis un peu de temps à faire bien cette... Il y a des choses intéressantes. Hein. Je vois les règles d'association, des choses comme ça. Hein. Donc, ça, c'est clairement des choses qu'il faudra explorer. Ça. Bien. Alors, j'ai installé le package, tout ça, qui s'est chargé d'installer la librairie, tout est bien. Et donc, on peut lancer maintenant Jupyter Notebook. C'est ce que je fais là. Paf. Il est là, Jupyter Notebook. Une fois que Jupyter Notebook est lancé, je vais créer un petit projet. Alors, bien sûr, le code, je l'ai déjà commencé. Donc, on va réduire ça ici. Alors, je vais réduire ça. Comme ça, on verra les temps de calcul au fur et à mesure. Voilà. J'ai trié selon le temps processeur. Là. Allons-y alors. Donc, nouveau notebook. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Alors, première chose, bien sûr, je change le répertoire. Voilà. De données pour aller le chercher dans des mots. Donc, voilà. Très bien. Ensuite, je vais lire le fichier avec Panda. Très bien, donc là également, il n'y a pas de souci. J'affiche la version de Panda. Panda, il y a quand même des bizarreries ces derniers temps, c'est que des fois, il peut lire directement les fichiers Excel, des fois, il faut spécifier le moteur qu'on veut utiliser. Et ça dépend des versions de Panda. Donc, justement, pour éviter ce type de problème-là, voilà, j'ai chargé Panda et j'ai mis à jour, on est le 23 juillet là, 2021, j'ai mis à jour la version de Panda et la version actuelle de Panda, donc c'est la 1.3.0. Voilà. Avec cette version de Panda là, j'ai lu le fichier ici. Voilà, donc là, c'est un fichier de 18 000 observations, mais Panda gère très bien les fichiers Excel, même quand ils sont volumineux. Enfin, pas plus que ça non plus, mais quand même. Voilà. Et donc, on a bien les 18 480 observations et les 20 colonnes, les 19 explicatives numériques et la variable cible qui a, voilà, qui est la dernière ici. Qui est la dernière variable. Alors, bien sûr, petite précaution, j'ai dupliqué la base, vérifions que les distributions de classes n'ont pas été perturbé. Ben non, en réalité, on voit bien, hein, pas de souci ici. Voilà, donc à la base, sur la base initiale, c'était 330 observations, et là, on est à 2640. Voilà, donc c'est bien dupliqué 8 fois. Bien, et on a des classes équilibrées ici. Très bien, jusque-là, tout va bien. Alors, je vais préparer les structures de calcul. Voilà, très bien, j'exécute également. Il n'y a pas de souci. X, c'est les explicatifs, donc c'est les variables numéro 0 jusqu'à numéro 18. Et la variable classe, c'est la variable cible, voilà, qui est mise dans Y. Voilà. Quand X est une matrice, c'est pour ça que je l'ai mis en majuscule. Et ici, Y est un vecteur, donc je l'ai mis en minuscule.
C'est des conventions d'écriture que j'utilise généralement. Bien. Alors, vérifions toujours les dimensions, hein, parce que ça, on a toujours des mauvaises surprises. On peut avoir des mauvaises surprises parfois, mais non. Il a très bien récupéré les bonnes dimensions ici, donc on est prêt. Alors, comment je vais présenter la chose? Dans un premier temps, je vais prendre la version de scikit-learn standard. Voilà. Je vais faire un calcul sur cette base-ci, avec des SVM, avec les paramètres standards. Voilà. Et on va voir le temps de calcul pour l'apprentissage et pour la prédiction. Pour l'apprentissage, on a un cadre de calcul qui est explicité dans ce cours-ci. Je ne vais pas refaire le cours. Donc, regardez tout simplement comment c'est calculé. Voilà. Il y a des différentes indications ici. Donc, ça, je vous laisse regarder. Ça, c'est un premier aspect. Là, on a des contraintes de calcul d'une part. Quand on fait la prédiction, c'est encore autre chose. Il y a une série de produits scalaires faits sur les points supports, voilà, et sur lesquels on applique la fonction noyau. Alors, la fonction noyau standard qui est utilisée dans scikit-learn, typiquement, c'est les RBF. Très bien. Donc, là, je charge scikit-learn. Voilà. Et j'exécute. Il m'a dit, la version que j'utilise actuellement, c'est la 0.24.2. C'est important de bien voir ça. La 0.24.2. OK. Très bien. Alors, je vais importer la classe SVC. Voilà. De scikit-learn standard pour l'instant, c'est pas masqué. Donc, on n'a pas ici le mécanisme qui fait appel à une autre librairie. On est bien sur l'appel des classes de calcul de scikit-learn, le cœur de calcul de scikit-learn. Très bien. Et vous avez la documentation ici, on peut le voir très rapidement. SVC, scalearn, voilà. Très bien. Vous avez ici les différents éléments. Et moi, j'ai laissé les paramètres par défaut. Donc, j'instancie sans modifier les paramètres par défaut. Donc, vous avez la liste des paramètres par défaut ici. Très bien. Voilà. Alors, donc, on instancie. Paf. Voilà, il est instancié. La première chose que je vais vérifier, c'est que je vérifie le type. Est-ce qu'on a bien une classe scikit-learn? On a instancié un SVC là. Est-ce que l'objet qu'on obtient est un objet de type SVC de scikit-learn? Et on a bien ça. Très bien. Donc, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vais lancer le modèle. Voilà. Et là, je vais mettre un timing. Alors, je vais suspendre, ça prend un peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du processeur. C'est pour ça que j'ai mis le processeur ici. Voilà, et je vais faire un time it, voilà, pour vérifier le temps de calcul, tout simplement. Donc, je vais lancer le calcul. On regardera un peu le fonctionnement du processeur. Voilà, et après, je vais en suspendre et je reprends la main quand c'est terminé. Le time it, ici, c'est une fonction qui permet de mesurer le temps de calcul. En fait, il répète plusieurs fois l'exécution et ça nous permettra de mesurer le temps de calcul en réalité avec une certaine sécurité. Parce qu'il y a plein de choses qui tournent. Là. Enfin, celui qui tourne le plus, c'est l'enregistreur de vidéo. Voilà. Mais ça prend de la ressource. Ça prend de la ressource. Très bien, donc j'exécute. Voilà. Et on voit, voilà, Python qui arrive. Vous avez bien vu, et ici, il est bloqué à 20%. C'est-à-dire que c'est un calcul qui est monotradé, voilà, mais avec le turbo mode, il prend plus que les 1/8. Parce qu'on est avec un quand il s'énerve que sur un seul processeur, voilà, il augmente sa fréquence en réalité. C'est le fameux turbo mode. Et très bien. Et ben voilà, il a fini. Il me dit que le temps de calcul de modélisation est de 2,66 secondes. Voilà, avec plus ou moins 31 parce qu'il a répété 7 fois les calculs. Très bien. Donc, cette valeur-là, c'est une première référence pour nous. C'est une première référence pour nous. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais afficher le nombre de points support par classe. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire appel à scikit-learn extension, qui fait appel en fait à Data Analytics Library d'Intel. On verra si on a exactement le même modèle. Normalement, si c'est une transposition pure de scikit-learn, ça veut dire qu'on doit avoir les mêmes points support exactement. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'effectivement, on fait appel à une commande qui masque l'appel à Data Analytics Library, qui lui-même a ses propres contraintes de calcul. Donc, on peut relancer le même calcul avec le même code scikit-learn, mais si on patch donc l'appel de scikit-learn, on a une autre librairie qui est susceptible de renvoyer des résultats différents, si les points supports sont différents. On verra ça tout à l'heure.
exécuter, voilà les points supports. Donc, sur la première classe, il y a 974 points supports. N'oublions pas que les observations, c'est 2640. Voilà, classe 2, ainsi de suite. Voilà, très bien. OK, bon, ça permet d'avoir une idée simplement de ce qui s'est passé et d'avoir des indicateurs qu'on pourra comparer tout à l'heure. Alors là également, j'ai un autre commentaire. C'est bon, là, je reviens sur les SVM 2 secondes. Quand le nombre de points support est très élevé, méfiez-vous. Ça veut dire que vous avez un modèle qui est instable en réalité. Donc ça également, c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte quand vous modélisez avec les SVM. Déjà, les SVM sur des grandes bases, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir, mais là, on voit bien, 18 000 observations, 2,6 secondes, c'est pas mal, hein, quand même. Mais si vous avez 500 000 observations, lancer un SVM, ben, vous pouvez attendre. Hein, voilà. Sauf peut-être si on utilise une autre librairie. Hein, on va voir avec le fameux scikit-learn extension. Alors, de nouveau, hein, je rappelle, hein, vous avez ici la documentation, voilà, et j'ai récupéré justement le nombre de points support. Hein, voilà. Bien. Alors, ensuite, je vais faire la prédiction sur l'échantillon d'apprentissage lui-même. Alors, oulala, je vois déjà, mais pourquoi il fait la prédiction sur l'échantillon d'apprentissage? Ce n'est pas les performances qui m'intéressent ici, c'est le temps de calcul. Donc, je fais la prédiction sur un échantillon d'apprentissage ou de test, c'est pareil ici, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est le temps de calcul. Donc là, je fais la prédiction sur les 18 840 observations. De nouveau, je mets un time it, voilà, pour mesurer le temps de calcul, et je vais lancer ça. Voilà, exécuter. Et de nouveau, on va regarder ici, voilà, Python qui arrive et qui va être borné à 20%. Alors là, ça prendra un peu plus de temps. Donc là, pour le coup, je vais vraiment suspendre la vidéo parce que ça prend un petit temps et je reprends la main quand le calcul est terminé. Mais vous avez bien vu, hein, on est bien sur un calcul qui est monotradé. On est bien sur un calcul qui est monotradé ici. Hop là, suspendre l'enregistrement. Bien, je reprends la main, ça y est, les calculs sont terminés et on voit que la prédiction hein, sur les X de l'échantillon d'apprentissage, ça prend 9,3 secondes en moyenne, parce qu'il a fait toujours les 7 essais. Donc, dans ce cadre très précis, là, ce qui prend du temps en réalité, c'est le déploiement et non pas l'apprentissage du modèle. Ça, c'est un aspect intéressant. Et si on connaît un peu les SVM, ce n'est pas étonnant en réalité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour chaque individu à classer, il est obligé de passer en revue les points supports, de calculer un produit scalaire, d'appliquer la fonction noyau, et ensuite d'additionner tous ces résultats intermédiaires. Ben, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et on le voit bien ici. En réalité. Ce qui est pénalisant, c'est la prédiction en réalité. Ce n'est pas l'apprentissage. Alors, je vais récupérer quand même la prédiction. Pourquoi? Donc, je vais être obligé de relancer sans mesurer le temps de calcul. Pourquoi? Parce que cette prédiction-là, je vais la comparer avec la prédiction du scikit-learn qui est patché. Donc, c'est pour ça. Donc, je relance une fois ici, voilà, pour avoir les résultats. Ça devrait pas... Voilà, ça a pris 9 secondes. Et quand je calcule les fréquences de classe prédite, voilà, donc je fais ici, voilà. On voit qu'il y a 2592 observations qui sont prédites, en fait, BrickFace, sachant que le nombre total de BrickFace, c'est 2640. Voilà. Et le nombre de prédictions ciment, c'est 2656. De fouillage, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. En soi, ce n'est pas très important dans le cadre ici, puisqu'on est en resubstitution là, mais ça nous permet quand même de pouvoir comparer par la suite quand on aura le scikit-learn patch. Très bien. Donc, jusque-là, on est dans une démarche un peu standard. Hein. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les temps de calcul. Maintenant, donc, je vais charger cette librairie. Voilà, cette librairie-ci. Voilà. Et on va voir comment il va se comporter en termes de temps de calcul. Bon, allons-y. Donc, regardez bien la commande, c'est vraiment intéressant. Hein. Là, donc, forme CK1, j'importe donc le patch de scikit-learn. Voilà. Et je vais patcher la fonction SVC qui est chargée de réaliser les SVM. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, si vous importez les SVC, voilà, vous allez pouvoir écrire des commandes à la mode de scikit-learn, mais quand il fait les calculs, il appelle la librairie d'Intel, la librairie de calcul d'Intel. C'est vraiment très bizarre, mais c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que vous écrivez des commandes scikit-learn, mais quand vous lancez les calculs, ce qui charge les calculs, c'est le Data Analytics Library d'Intel, qui est appelé avec potentiellement des calculs plus rapides. Mais est-ce qu'on a exactement les mêmes résultats? C'est la question que je me suis posée. Alors,
il faut qu'on réimporte ces SVC, voilà, pour que cette fois-ci, ce soit bien la bonne classe qui va instancier. Voilà, donc là, je le réimporte. Hein. Ça paraît étrange, hein, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, il reprend la classe de scikit-learn standard. Hein. Donc, vous le patchez, ensuite, vous le réimportez. Et de nouveau, j'instancie. Alors là, j'ai donné un autre nom. Hein. Voilà, modèle second SVC, exact. Sauf que là, c'était modèle prime. Hein. Voilà, là, c'est modèle ça. Et j'affiche le type. Et regardez le type qu'il me donne. Le type qu'il me donne maintenant, c'est qu'on est bien dans SVC, mais on est sur l'extension de scikit-learn. Et cette extension de scikit-learn va faire appel à la librairie d'Intel, à la librairie de calcul d'Intel. Voilà. Bon, mais moi, mon code, il ne change pas. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que potentiellement, vous, si vous avez un projet tout écrit en scikit-learn, vous le patchez, tout simplement. Vous ajoutez ça dans l'entête de votre programme, de votre projet de machine learning, là, et tout le code qui vient après, il est modifié. Vous ne le changez pas, mais il fait appel à la librairie d'Intel. Voilà ce qui va se passer. Avec potentiellement des calculs plus rapides. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on a exactement les mêmes résultats? C'est une question que je me suis posée. Hein. Moi, je suis allé regarder ici, mais regardez, ça c'est important de bien regarder parce que si ces résultats sont un peu modifiés, il faut comprendre pourquoi ça se passe. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette modification des résultats? Donc moi, je vous enjoins à regarder en détail qu'est-ce qui est programmé, comment c'est programmé, ainsi de suite. Hein. Voilà, alors c'est SVM, là je ne les trouve plus. Ça doit être par là. Là, je ne les trouve pas. Ah, training en prédiction, support va être voilà. Et il faut se palucher la documentation et regarder s'il y a des modifications par rapport à celle qui est programmée dans scikit-learn. Ça prend un peu de temps. Hein, voilà. Bon. J'ai regardé vite fait, mais je vous avoue que je préfère faire une expérimentation. Comme ça, on peut voir tout de suite ce qui se passe. Bien. Alors, une fois que c'est fait, là, du coup, donc, je réentraîne le modèle. Donc, je me vote, je fais time it. Voilà. Hein. Donc, encore une fois, hein, on a exactement le même code. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai instancié. Ensuite, je fais fit avec exactement les mêmes signatures de fonction. Très bien. Regardons maintenant ce qui se passe dans les processeurs. Là. Hein. Exécuter. Voilà. Il est plus borné à 20%. Hein. Là, il prend toutes les processeurs, enfin toutes les capacités. Alors, il y a 15% qui est pris par l'enregistreur de vidéo et tout le reste, c'est lui qui le prend en réalité. Donc, déjà, on voit qu'il s'appuie sur du calcul parallèle. Voilà, il parallélise les tâches. Il exploite mieux le fait que j'ai 8 cœurs. Hein. Ma machine, là, elle fait 8 cœurs. Et donc, au lieu de s'énerver sur un cœur, il va s'énerver sur plus de cœurs cette fois-ci. Il exploite mieux les capacités de ma machine. Voilà ce qui se passe. Très bien. Bon, ça, déjà, c'est une première information. Et je vois qu'au lieu de faire 2,66 secondes, voilà, pour cette tâche-là, il a fait 1,85 secondes. Alors bon, c'est pour ça que j'ai dupliqué la base. C'est pour ça que j'ai dupliqué la base, parce que sinon, on ne voyait pas les écarts. Il y a un écart là, mais bon, ce n'est pas non plus mirobolant, s'il vous plaît. Là où ça va être mirobolant, c'est sur la prédiction. Sur la prédiction, rappelez-vous, hein, avec scikit-learn standard, c'est 9,3 secondes. Regardons ce qui se passe avec l'outil qui est là. Voilà. Mais avant de regarder ça, regardons les points supports. Eh bien, les points supports ne sont pas exactement les mêmes. Alors là, pour le coup, je suis un peu embêté là. Donc, je vais réduire ça un peu. Voilà. Tac. Et regardez, on n'a pas exactement les mêmes points supports. Voilà. Donc, potentiellement, voilà, avec le même code de scikit-learn que vous avez rédigé, si vous le patchez avec cette extension de scikit-learn, potentiellement, vous pouvez avoir des résultats légèrement différents. On voit bien que les points supports ne sont pas les mêmes là en réalité. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très gênant cette histoire d'extension de scikit-learn. Parce qu'en réalité, toutes les fonctions, les signatures de fonctions sont celles de scikit-learn, mais le moteur de calcul, c'est un autre moteur de calcul en réalité. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même un élément très important qu'il faut savoir, hein, parce que vous dites « Ah, j'ai un patch qui marche très bien, du coup, je le patch mon programme et maintenant, il est nettement plus rapide. » C'est ce qu'on commence à voir ici. Voilà, on voit la différence entre les deux, hein, 266 et 185. Néanmoins, potentiellement, il peut y avoir des légères modifications de vos résultats. Hein, voilà. Je vais quand même le relativiser parce qu'on verra que les prédictions sont les mêmes. Les points supports sont légèrement différents. On le voit ici, hein. Les points supports sont légèrement différents. Mais en termes de prédiction,
En tous les cas, en resubstitution, on a exactement le même. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, je réagrandis ça un peu. Voilà. Et donc, cette fois-ci, je fais la prédiction. Donc, de nouveau, je fais time ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, hein, c'était 9 secondes. Alors, on va voir. On lance. Paf. Regardez de nouveau, hein, ici, voilà, Python va prendre le maximum de ressources disponibles, celles qui sont laissées par les autres, tout simplement. Hein. Donc, moi, j'ai fait des tests sans l'outil d'enregistrement de vidéo, là, et on était quasiment à 100%. Et ça y est, c'est fini. Regardez la différence. Tac. Je réduis un peu de nouveau, hein, parce que sinon, on ne voit pas. Sur le prédict standard de scikit-learn, voilà, le temps de calcul, c'est 9,3 secondes. Et sur le prédict de scikit-learn extension qui s'appuie sur la librairie d'Intel, le Data Analytics Library, la prédiction, c'est 96,8 millisecondes. Bon, ça divise pas mal quand même le temps de calcul. Ça divise vraiment beaucoup le temps de calcul. Alors, on n'est pas dans les 600 fois. Hein. Je ne sais pas si c'est la machine ou si c'est autre chose qui fait que c'est 600 fois. Ça, on verra. En tous les cas, avec les caractéristiques de ma machine qui est là, voilà, je vois que ça divise quand même pas mal en réalité. Mais on n'est pas dans les fameux 600 fois annoncés dans le fameux package qui est là, dans le fameux tutoriel qui est là. Mais bon, les résultats qu'ils ont là, il l'a mis avec ces données-là qu'il a expliquées et surtout avec ces machines-là. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est un paramètre important d'accélération de calcul et caractéristiques de la machine. On est bien d'accord là-dessus. Et là, c'est des machines un peu mirobolantes. Hein. OK, mais bon, avec les machines standards usuelles qu'on peut avoir sous la main, voilà, on gagne quand même pas mal. Alors, je refais la prédiction pour avoir la prédiction. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de comparer est-ce que les prédictions des deux outils, voilà, puisqu'en réalité, c'est deux outils, hein, c'est le même code, mais c'est deux outils. Hein, c'est comme en foot, là, c'est la même passion, mais ce n'est pas le même maillot. Voilà, c'est le même code, mais c'est deux outils. Voilà. Et donc, je regarde les fréquences des classes prédites. Voilà, bon, on a des résultats quand même ici. Et en fait, ce que j'ai fait après, c'est que tout simplement, j'ai croisé les deux prédictions pour voir si elles étaient cohérentes. Donc, je récupère ça ici, là. Et voilà. Et effectivement, on a une belle diagonale. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Et on a donc les prédictions des deux outils sont identiques. Voilà ce qu'il faut voir. Même si les points supports sont légèrement différents. Donc, ils ne calculent pas exactement de la même manière. En tout cas, le processus de calcul n'est pas exactement le même. Mais en termes de comportement prédictif, en tous les cas, dans cet exemple-ci, bon, j'ai essayé plusieurs bases quand même avant de faire la vidéo. Et dans les plusieurs bases que j'ai testées, les prédictions étaient toujours cohérentes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours cohérentes sur toutes les bases. Ben non, je n'ai pas pu tester toutes les bases possibles et imaginables. On est bien d'accord là-dessus. Hein. En tous les cas, dans la base ici, là, on voit que ça marche. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire pour finir ça? Le traitement de la volumétrie et le temps de calcul sont deux paramètres très importants de la pratique du machine learning. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Et donc, je suis toujours à l'affût des librairies de calcul performantes. On a cette extension Intel pour scikit-learn, voilà, qui m'a paru intéressante, et que cette extension qui m'a paru intéressante, du coup, et en regardant en détail, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que le code est le même que scikit-learn. Voilà, vous avez du code scikit-learn qui fonctionne, vous le modifiez, vous le patchez avec cet outil-là, et votre code scikit-learn, là, vous ne le changez pas. Sauf que si votre code ne change pas, la librairie de calcul qui fait le calcul sous-jacent, en réalité, c'est une autre librairie qui l'utilise. Et cette librairie-là, dans ce cadre-ci, c'est le Data Analytics Library d'Intel. Et elle est largement plus rapide. Largement plus rapide. Et justement, on a ici des comparatifs. J'ai regardé en détail. Hein. J'ai regardé en détail, là, voilà. Et là, ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a alerté hein, pour préparer ce tutoriel-ci, c'est qu'il distingue bien les deux catégories. Un, sur le training, l'apprentissage, donc l'appel de fit, si vous voulez. Voilà, on a des différentiels de calcul avec et sans le patching, le patchage, enfin le patch, enfin l'application du patch, si vous voulez. Voilà. Et on regarde aussi un deuxième cas de figure, c'est quand on fait le predict, l'inférence ici. Parce que selon les différentes situations, on peut gagner plus, on peut gagner moins par rapport au training. Et c'est ce qui est bien montré ici.
Enfin, réellement, si vous avez un peu de temps, je vous enjoins à regarder en détail ce qui est décrit dans ce site-ci. Et l'autre site également qui est intéressant, c'est ce site-ci également, qui montre ce qui est développé dans la fameuse librairie d'Intel. Dans la fameuse librairie d'Intel. Voilà. Excellent essai à tous. Il faut vraiment l'essayer, ça me paraît intéressant. Et moi, typiquement, dans mes TD, là, je vais aiguiller les étudiants là-dessus, sur leurs projets, quand ils auront des projets à faire, parce que bien sûr, avec les projets qu'ils auront à faire avec moi, ils auront tout le temps des volumétries importantes. C'est là qu'on voit la capacité de l'étudiant à s'adapter à des problématiques difficiles. Si vous traitez les iris, tout le monde fait les iris sans problème. Quand vous avez une base où il y a 500 000 observations et une cinquantaine de variables, là, ceux qui savent se débrouiller se démarquent des autres. Et savoir se débrouiller, c'est avoir une bonne connaissance des outils. Voilà, excellent travail à tous.